Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous un sujet assez délicat, souffrant pour certaines personnes, mais malheureusement fréquent. C'est celui des relations toxiques. Alors, mon intention n'est pas de focaliser le sujet sur la personne toxique, mais bien plus sur la victime et plus particulièrement de développer qui la personne toxique choisit et pourquoi. Ces personnes malsaines sont partout autour de nous, dans nos relations sociales, familiales, amicales et même dans notre environnement professionnel. Au premier abord, c'est une personne comme tout le monde qui a parfaitement intégré les codes du vivre ensemble. Donc, elle peut être souriante, charmante, polie, sympathique même. En fait, rien ne permet de la distinguer d'une personne ordinaire justement parce qu'elle fait tout pour paraître ce qu'elle n'est pas. C'est un comédien d'excellence, un caméléon hors pair qui se fond dans le décor. Pourtant, en réalité, c'est une personne dysfonctionnelle, malsaine, un cerveau malade et dérangé. C'est un prédateur qui ne considère l'autre que comme une proie potentielle. Les personnes toxiques, parmi lesquelles nous avons les manipulateurs, les pervers et les narcissiques, et puis ceux qui ont le combo gagnant manipulateur, pervers, narcissique, ont en commun trois caractéristiques. La première, elles font preuve d'une absence totale de remise en cause. Jamais elles ne doutent d'elles-mêmes et ne prennent leur part de responsabilité dans ce qui se passe. C'est toujours la faute des autres. D'autre part, elles sont totalement dénuées d'empathie et sont incapables de se mettre à la place des autres. Enfin, elles n'éprouvent aucun sentiment à l'égard des autres. Les autres sont perçus uniquement comme des outils, des facteurs, des tremplins leur permettant d'obtenir quelque chose. Et émotionnellement, ce sont des coquilles vides qui vont se nourrir tels des vampires de leur proie. Alors, pour ceux qui n'ont jamais été confrontés intimement à ces parasites, je rappelle qu'ils ne choisissent pas leur proie, leur victime, parce qu'elle serait plus naïve ou plus idiote qu'une autre. Bien au contraire, la proie est choisie selon deux critères cumulables. Tout d'abord, la future victime doit avoir quelque chose que le prédateur veut obtenir ou dont il veut profiter. Mais là, ce qui se joue, c'est une qualité d'être dont lui est dépourvu et dont il veut bénéficier d'une façon ou d'une autre. Alors ça peut être une qualité de gentillesse, de générosité, de dynamisme, une facilité à créer des liens ou une aptitude à diriger, à gagner de l'argent ou whatever. Et le second point, c'est qu'il lui faut impérativement une porte d'entrée pour mettre en place son objectif, l'emprise. Et cette porte d'entrée, c'est généralement un traumatisme, une blessure, soit une blessure encore présente, soit une blessure qui peut être réactivée, une faille en fait que la victime porte souvent de façon inconsciente ou semi-consciente, que lui va repérer grâce au langage du corps, donc les signes physiques, et le choix des mots employés, donc les signes cognitifs, et donc cette porte dans laquelle il va pouvoir s'engouffrer. Aujourd'hui, il semble impossible de soigner ces personnes. Par contre, il est impératif pour nous de fermer notre porte à double tour pour les empêcher de nous atteindre. Alors, comment? On va tout d'abord revenir sur les origines. Lise Bourbeau, si vous connaissez, a parfaitement énuméré les 5 blessures que nous portons tous à un moment donné du moins et qui font le mot trahi. Donc le T pour trahison, le R pour rejet, le A pour abandon, le H pour humiliation et le I pour injustice. Ces blessures trouvent souvent leur origine pendant l'enfance et généralement dans le processus d'acquisition des valeurs et des besoins, comme par exemple la reconnaissance, la confiance, l'estime de soi, l'harmonie, l'amour, etc., etc. Le traumatisme, lui, c'est quand il y a rupture dans ce processus d'acquisition. Et comme il est enregistré, mémorisé par notre cerveau reptilien, il va transformer un manque, une souffrance, en peur de manquer à nouveau
ou menace de souffrir à nouveau. Eh bien, il va suffire simplement à notre personne toxique de venir dans un premier temps remplir les manques de sa victime. Donc, lui apporter toutes les preuves nécessaires de sa fiabilité, de sa sûreté, de son intérêt, de son respect, de son intégrité, de son amour, de sa présence, etc., etc. Puis, il va commencer à jouer au yo-yo émotionnel avec sa victime. Il va d'abord lui retirer ce qu'il lui a donné, puis il va lui ordonner un petit peu, lui retirer à nouveau et donner encore jusqu'à ce que le mécanisme pour la victime s'inverse. Là, elle n'aura plus peur de manquer. Dorénavant, elle aura peur de ne plus recevoir ce qu'elle sait pouvoir obtenir puisqu'elle l'a déjà obtenu grâce à lui. Et là, l'emprise est installée. Vous comprenez bien dans ces conditions que la base de l'emprise, c'est la dépendance à l'autre. Alors, pour éviter ce type de relation, de dépendance malsaine, il nous faut apprendre à nourrir nous-mêmes nos besoins parce que ce qui ne satisfait pas un besoin va engendrer une frustration et une sensation de manque. Et le risque, c'est justement d'attendre que quelqu'un nous l'apporte. Je vais vous donner 3 types classiques de situations vécues pendant l'enfance qui créent des ruptures fortes et donc qui sont susceptibles de nous rendre fragiles vis-à-vis d'une personne toxique. Je vais prendre les cas d'insécurité, de rejet et d'abandon. La première situation, ce sont toutes les occasions de rupture dans le processus de sécurité et de liberté de l'enfant. On a, par exemple, une perte de confiance de l'enfant dans ses parents, soit parce que l'enfant se sent rejeté ou vit une hostilité soudaine, soit, autre cas de figure, parce qu'une attente ou une pression est mise sur l'enfant pour venir combler le besoin du parent. Et plus tard, tout événement en résonance avec un sentiment d'insécurité viendra réveiller cette fracture. Ça peut être un mensonge, un non-dit, un secret de famille, un départ sans explication, un divorce, mais également toutes les situations d'insécurité sociale et économique ainsi que les accidents. Et ce qui se joue ici, c'est le manque de confiance en l'autre. La seconde situation, c'est quand l'enfant n'est pas reconnu dans son identité, dans son individualité, mais également dans sa reconnaissance dans son appartenance au groupe familial, avec la sensation d'en être exclu, rejeté, d'être différent ou peut-être de ne pas mériter ou de décevoir ses parents. Et plus tard, tout événement en résonance avec le sentiment de ne pas pouvoir appartenir à un groupe ou de ne pas être reconnu dans sa différence va rendre l'adulte dépendant du regard de l'autre dans sa capacité à lui accorder ou pas de la reconnaissance et de l'amour. Et c'est bien ce qui se joue ici, le manque d'amour. La troisième situation, c'est quand l'enfant est privé d'attention et de considération de la part de ses parents et qu'il va développer un sentiment de gêne, d'être en trop, d'être abandonné. Alors, on a 2 cas de figure, soit des parents absents de fait ou des parents trop occupés ailleurs, mais également des parents démotivés dans leur fonction parentale, pas ou peu impliqués dans leur relation à l'enfant, mais surtout sans projet pour lui. Cette absence va renvoyer l'enfant à sa solitude, à sa crainte de gêner, mais surtout dans l'obligation de rester tranquille, de ne pas déranger et d'être gentil. On a aussi le cas d'inversion où les parents vont demander à l'enfant de réaliser leur désir d'être à eux à travers lui. Et là, l'enfant, il va être chargé de la réalisation parentale, mais pas de la sienne. Et ce qui va engendrer un devoir de réaliser l'autre pour exister soi-même. C'est agir
ou faire pour l'autre qui va devenir la base de la dépendance émotionnelle. Et là, ce qui se joue, c'est le manque de sagesse dans le sens de manque de justesse dans l'action. Alors bien évidemment, à ces situations, et la liste n'est pas exhaustive, il faut bien évidemment y rajouter tous les cas de maltraitance et d'atteinte à l'intégrité physique et psychique. J'ouvre une parenthèse à ce stade. Pour les passionnés d'astrologie, je vous renvoie tout d'abord à ma vidéo sur les complexes. Et pour analyser les situations de famille dysfonctionnelles, je vous invite à regarder avec précision la maison 4 et les aspects négatifs entre Soleil, Lune, Saturne, Pluton, avec les planètes personnelles. Je referme ma parenthèse. Pour conclure, comprendre et reconnaître nos blessures ou nos traumatismes est le passage nécessaire pour penser nos plaies, pour refermer nos failles et donc fermer la porte aux personnes toxiques. La connaissance de soi passe aussi par ça. Alors pour celles et ceux qui sont sortis de ce type de relation, je voudrais tout d'abord vous dire félicitez-vous et rappelez-vous que vos belles qualités, personne ne peut vous les voler. À l'inverse, pour celles et ceux qui n'ont jamais vécu ce type de situation, peut-être que quelqu'un que vous chérissez le subit actuellement. Alors soyez très attentifs à tout changement physique, psychique ou d'attitude. Mais surtout, n'oubliez pas que ce qui se passe à l'extérieur, ce que vous observez à l'extérieur, n'est pas toujours le reflet de ce qui se passe dans l'intimité d'une maison ou d'un bureau. Votre aide est vitale pour ceux qui le vivent en ce moment. À tous, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao!